Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du jury, Mesdames, Messieurs et autres en tout genre venus assister à cette présentation. Je vais donc vous présenter pendant 45 à 50 minutes mes travaux de thèse ayant porté sur les études et optimisations de réacteurs à sel fondu incinérateurs du schéma de calcul neutronique au scénario de déploiement. Et je vais passer donc les 45 prochaines minutes à expliciter et expliquer ces mots-clés. Et pour commencer, je vais vous introduire la notion d'incinérateur, d'incinération et de réacteur à sel fondu, qui sont donc au cœur de cette thèse. Une première partie ensuite viendra parler de physique des réacteurs, de neutronique, de schémas de calcul numérique et des optimisations faites durant ces travaux de thèse. Ces schémas de calcul vont nous permettre de calculer des réacteurs à sel fondu, des RSF, et donc de faire quelques études de quelques RSF, qui enfin, dans une dernière partie, seront déployés dans des scénarios de déploiement. Et alors, en introduction, pour parler d'incinération, je vais vous proposer une courte vidéo, puisqu'en effet, en France, l'électricité est majoritairement faite avec du nucléaire, et le nucléaire, ça commence avec de l'uranium naturel, que l'on prend dans des mines et que l'on va enrichir pour donner de l'uranium naturel enrichi dans des usines d'enrichissement. Et cet uranium naturel enrichi va être le combustible principal de nos réacteurs à eau pressurisée que l'on a en France. En France, nous avons 57 réacteurs à eau pressurisée, répartis sur tout le territoire. Et donc, cette courte vidéo, qui est extraite d'une ancienne publicité de la compagnie Areva, présente l'amont du cycle, c'est-à-dire ce qu'il va avoir avant le réacteur. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette thèse, ça va plutôt être l'aval du cycle, c'est-à-dire ce qui va sortir du réacteur. Et la première substance qui va sortir du réacteur, ça va être de l'uranium. L'uranium est un actinide, c'est-à-dire un gros noyau de la famille de l'actinium. Et cet uranium va sortir avec également du plutonium, qui est un noyau encore plus gros, accompagné lui également d'actinides mineurs. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Enfin, la dernière substance vont être les produits de fission. Les produits de fission vont être la cendre de cette énergie, finalement. Et ici, on a donc ce qui sort. Et la question qu'on va se poser, c'est, parmi tout ça, qu'est-ce qui va être un déchet? Et ça tombe bien, puisqu'en France, nous avons une définition législative d'un déchet radioactif. Un déchet radioactif, c'est une substance radioactive non valorisable, c'est-à-dire dont aucune utilisation n'est prévue ou envisagée à plus ou moins long terme, court et long terme. Et c'est un article du Code de l'environnement qui stipule cela. Donc, on a ces 4 matières qui sortent. La question qu'on va se poser, c'est d'accord, mais quelle matière va être gênante, entre guillemets, ou pas? Donc, dans un premier temps, nous avons donc l'uranium dit de retraitement, qui correspond à 94% environ de ce qui sort. Et cet uranium, nous avons des stratégies de recyclage de cet uranium, mais je ne vais pas aborder cela dans le cadre de ma thèse. Cela pourrait faire l'objet d'une thèse à part entière. Non, la chose qui va nous intéresser, ça va être d'abord les produits de fission. Puisqu'en fait, quand on regarde ici sur la droite, nous avons après, en fonction du temps après le déchargement du combustible, nous avons la radiotoxicité. Et en fait, ce que l'on remarque, c'est que la substance radiotoxique majoritaire, ça va être les produits de fission au début, mais ceux-ci vont décroître très rapidement en dessous de la radiotoxicité du minerai d'uranium initial. Donc finalement, on va faire l'hypothèse que les produits de fission, 300 ans, c'est gérable, donc nous n'allons pas nous y intéresser. La substance qui vient derrière, c'est le plutonium. Et lui, c'est le premier contributeur à radiotoxicité long terme. C'est la courbe en rose sur le graphe. Et on voit que lui, il va mettre en ordre de grandeur 100 000 ans avant de revenir en dessous de la radiotoxicité du minerai initial. Et enfin, le dernier, ce sont donc les actinides mineurs qui vont être le second contributeur. Et la question qu'on va se poser, c'est comment gérer du coup le plutonium et les actinides mineurs. Et pour ce qui est du plutonium, c'est une question annexe qui est apparue, puisque quand on a développé le nucléaire, notamment dans les années 60, les ingénieurs et les scientifiques se sont posé une question à l'époque, c'était mais s'il n'y avait plus d'uranium naturel, qu'est-ce qui se passe? Plus d'uranium naturel, donc plus d'uranium enrichi. Ben, il se trouve que justement, cet enrichissement, pour faire 1 tonne d'uranium enrichi, il faut 10 tonnes d'uranium naturel, et cela nous laisse 9 tonnes d'uranium appauvri. Et donc, l'idée qu'ils ont eue à l'époque, c'est de mélanger cet uranium appauvri avec du plutonium pour faire un mélange d'oxyde, du MOX. Et ce MOX, on peut le mettre dans des réacteurs à neutrons rapides, notamment en particulier des neutrons rapides au sodium, comme les réacteurs Rhapsody, Phoenix et Super Phoenix qui ont été construits en France au cours de ces années-là et des années suivantes. Et ce qui est assez pratique avec cela, c'est que, en fait, le plutonium produit par ces RNRNA, on peut le remettre dans le MOX. Et on a un phénomène de régénération où on va produire du plutonium avec cet uranium appauvri.
Et donc ça, c'était le credo et le cycle français envisagé dans les années 60. Mais dans les années 80, il y a eu différents phénomènes, notamment on peut penser à la catastrophe de Tchernobyl, qui en 86 a mis un coup d'arrêt assez net au déploiement du nucléaire mondial. Et puis, on a trouvé de nouvelles mines, de nouvelles ressources. Et donc, finalement, la tension sur l'uranium naturel était moins à craindre. Et certaines politiques de la fin des années 90 en France ont fait que finalement, les réacteurs au sodium, on abandonne. Et donc la question, c'est d'accord, mais on a toujours du MOX et on a toujours du plutonium sur les bras, donc que faire du plutonium? Et là, l'idée qui est apparue donc dans les années 90, ça a été de le remettre dans nos réacteurs à eau pour le recycler une fois, faire ce que l'on appelle du monorecyclage. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on a juste décalé le problème, puisqu'on sait gérer ce plutonium-là, donc celui du haut, mais on ne sait pas quoi faire de ce plutonium ici qui sort une fois en REP. Bon, cette question aujourd'hui n'a pas forcément encore de réponse, mais il y a deux pistes envisagées, une à court terme et une à plus ou moins long terme. La réponse à court terme va être en fait, de remettre ce plutonium dans nos réacteurs, sauf que ce plutonium ayant une qualité fissile plus dégradée par rapport à celui-là, à celui du haut, on ne va pas le mettre avec de l'uranium appauvri, mais on va le mettre sur une matrice d'uranium enrichie pour du coup le multi-recycler dans les REP. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on redépend de nouveau de la mine, et donc l'objectif des 60 n'est plus atteint, et cette stratégie n'est pas pérenne dans le temps. La stratégie française pour le plus long terme est de tout simplement revenir aux réacteurs au sodium. Et c'est l'hypothèse que l'on va faire, c'est que la stratégie officielle est de revenir aux réacteurs au sodium, et donc le plutonium est géré. Maintenant, la question qui vient naturellement, c'est, puisque le plutonium est géré, qu'est-ce qu'on va faire des actifs mineurs qui arrivent derrière? Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'étudier la possibilité de gérer ces actifs mineurs dans des réacteurs à sel fondu. C'est-à-dire, et en particulier, l'américium, qui est en fait l'actine mineur majoritaire. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre dans notre cycle français les actines mineurs avec un peu de plutonium dans nos réacteurs à sel fondu que l'on va traiter pour essayer à terme de fermer le cycle. Et donc, je vous parle de réacteurs à sel fondu. Qu'est-ce que c'est? Un réacteur à sel fondu, déjà, il y a plusieurs familles, plusieurs concepts, mais c'est un concept flexible. C'est un réacteur qui utilise du sel à la place de l'eau des réacteurs à eau et du sodium des réacteurs au sodium. On va mettre du sel à la place. Et ce réacteur, qui peut avoir plusieurs types de combustible, on peut mettre tous les actinides que l'on veut en termes de combustible. Il va y avoir deux grands types, mais celle qui va nous intéresser va être la famille des réacteurs à sel fondu à combustible liquide circulant. Au lieu de mettre le combustible solide et utiliser le sel pour récupérer la chaleur de ce combustible, on va directement dissoudre le combustible, nos actinides, dans le sel qui va lui-même circuler à l'intérieur du réacteur et des échangeurs de chaleur. Ce réacteur, donc, il y a une grande polyvalence puisqu'en effet, on peut avoir différents types de sels. On peut avoir des sels à base de chlore, des sels à base de fluor. On peut avoir différents types de spectres neutroniques. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. On peut aller du thermique au rapide, exactement comme les réacteurs à neutrons rapides au sodium de tout à l'heure. Et ce réacteur peut être régénérateur, comme nos réacteurs au sodium, ou incinérateur, ce qui va nous intéresser ici. C'est un réacteur dit de 4e génération. Les réacteurs en France que l'on a actuellement sont des réacteurs de 2e génération et les EPR sont de 3e génération. Mais qui dit 4e génération, on peut penser réacteur du futur, sauf qu'en réalité, 3 réacteurs ont déjà démarré dans l'histoire. Les deux premiers étaient des démonstrateurs américains dans les années 60 et 70, 50 et 60, et le dernier, le TMSR LF1, qui est un réacteur à sel fondu qui a démarré il y a 2 ans en Chine. Également, ce réacteur voit un grand intérêt, il y a un grand engouement autour de ce réacteur. De nombreuses startups ont essaimé ces dernières années. En France, on peut notamment parler de la startup Narea, de la startup Stellaria, dont le siège se trouve à l'autre bout de l'avenue des Martyrs, tout là-bas, ainsi que la startup Torizon. Ce réacteur, parmi tous ses avantages, on peut citer le fait que on diminue les difficultés de fabrication dues aux actinides mineurs, puisque ces actinides sont directement dissous dans le sel. Enfin, il y a 2 types de rechargement possibles pour ce réacteur. Comme les réacteurs actuels, on éteint le réacteur, on retire le combustible usé, on en met du neuf, on redémarre. Donc, ce sont un schéma dit par batch. Ou alors, on peut le recharger en continu, sans éteindre le réacteur, ce qui apporte une grande souplesse. Et d'ailleurs, dans les news très récentes, le TMSR LF1 chinois a réussi à démontrer que c'était faisable. Et dans le cadre de cette thèse, donc cette thèse qui a donc été faite au LPSC ici à CNRS en partenariat, en collaboration et cofinancée par Orano, a été réalisée dans le cadre de 2 projets. Le premier est un projet européen appelé Mimosa, financé par le programme Horizon Europe, dont Orano est le pilote, et qui vise à étudier le recyclage
et le multi-recyclage donc des déchets produits par nos réacteurs à eau dans des réacteurs à sel fondu, et plutôt à l'échelle européenne. Le second projet, le projet ISAC, qui est un projet français qui fait intervenir tous les acteurs historiques du nucléaire français, donc le CEA qui pilote ce projet, le CNRS, EDF, Framatome et Orano. Et le but de ce projet, lui, c'est de concevoir et d'étudier un RSF incinérateur d'américium dans le cadre du parc français envisagé comme celui que je vous ai montré à l'instant. Voilà. Et donc maintenant que l'on a un petit contexte, on va voir comment modéliser ces réacteurs incinérateurs et comment quantifier l'incinération de l'américium. Et donc, pour commencer, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment fonctionne un réacteur nucléaire en soi. Donc, dans un réacteur nucléaire, nous allons mettre nos fameux actinides et il va se passer différentes réactions avec les neutrons qui vont se passer dans le système. Et il y a 3 réactions qui vont nous intéresser ici. Ces réactions sont la fission, la capture d'un neutron, ainsi que la diffusion. La fission va nous intéresser puisqu'en fait, quand un neutron va produire une fission sur un gros noyau, par exemple ici de l'uranium, cela va produire différents éléments qui vont nous intéresser. Le premier vont être nos fameux produits de fission de tout à l'heure, donc pour réduire la radiotoxicité de notre élément de base. On va également produire plusieurs neutrons, environ 2,5, et ces neutrons qui vont être produits vont permettre de réaliser une réaction en chaîne, vu que ces neutrons vont produire des fissions après, etc. Et enfin, la troisième réaction va être de l'énergie, et c'est cette énergie qui nous intéresse dans les réacteurs nucléaires pour faire chauffer de l'eau, typiquement, pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. La deuxième réaction, donc la capture, c'est comme cela que l'on va fabriquer nos actinides. Ici, en exemple, on a un uranium-238 qui, quand il va prendre un neutron et faire 2-3 décroissances, va devenir un plutonium-239. Au passage, c'est comme ça qu'on produit notre plutonium par régénération dans nos réacteurs à neutrons rapides. Mais ce plutonium, bien qu'il puisse fissionner, il peut également capturer, grossir encore et encore, et au fur des captures successives, va donner de l'américium, qui également, au fur et à mesure des captures successives, vont faire du curium, etc. C'est comme ça que les actines mineurs sont produits dans nos réacteurs, dans tous les réacteurs en réalité. Enfin, la diffusion, il faut imaginer comme un jeu de billard. Et la diffusion va être ce qui va permettre de ralentir l'énergie des neutrons. En effet, les neutrons, quand ils sont émis par la fission, ils sont émis à haute énergie. On dit qu'ils sont rapides, beaucoup d'énergie, ils vont vite, ils sont rapides. Et dans nos réacteurs, ici, on voit sur la droite ce que l'on appelle la section efficace, ici de capture en violet et de fission en vert de l'américium 241. Mais cette section efficace, qui va être en gros une probabilité d'interaction, on voit que plus le neutron a de l'énergie et plus cette section efficace est petite. Et donc, dans nos réacteurs à eau pressurisée tels que l'on a en France, on va plutôt chercher à ralentir les neutrons pour maximiser l'interaction avec eux. Sauf que ce n'est pas ce qui va nous intéresser, nous, ici. En effet, quand les neutrons sont trop thermiques, donc ils sont pas assez énergétiques, ici, on voit pour l'américium 241 que l'on va favoriser les captures plutôt que les fissions. Or, ce que l'on voulait, confère slide précédente, on veut faire une fission pour transformer notre américium en produit de fission. Donc, on va vouloir avoir le plus de fission possible, donc avoir les neutrons les plus rapides possibles. Pour quantifier cela, on peut définir ce que l'on va appeler la proportion de fission, qui va être en fait le taux de fission sur le taux de fission plus capture, et on va essayer d'avoir cette proportion le plus possible proche de 1. On voit que du coup, en spectre thermique et épithermique, nous avons cette proportion proche de 0, elle va être proche de 1 en spectre rapide. Voilà. Pourquoi on fait ça? Puisqu'on veut faire de l'incinération, et l'incinération, c'est donc une fission à la fin avec des actinides. Et je vais vous l'illustrer avec un exemple. Pour cet exemple, nous allons considérer 1000 noyaux de plutonium-239 et on va chercher à faire 1000 fissions avec ces 1000 noyaux. Et on va calculer le nombre de neutrons qu'il va être nécessaire pour faire cela. Donc, ce plutonium-239, alors c'est un noyau difficile, c'est-à-dire qu'il fissionne très, très, très bien. Et donc, notre proportion de fission dans un des réacteurs types que j'ai pu utiliser dans ma thèse va être de 80%, c'est-à-dire que sur 1000 noyaux, nous avons 800 fissions et donc 200 captures. 200 captures, nous avons donc du plutonium 240, on a rajouté plus 1. Ce plutonium 240 est un moins bon fissile, il va y avoir 50% de fission, 50% de capture, donc on va avoir 100 noyaux de PU 241. Et là, le PU 241, ce
Ce qui va se passer, c'est que bon, il peut faire une fission, il peut faire une capture, mais il peut également avoir une décroissance, il peut décroître tout seul puisqu'il a une demi-vie assez courte de 14 ans. C'est-à-dire qu'en le laissant tout seul, il va devenir de l'américium 241. Et quand on regarde la proportion entre la capture et ce phénomène de décroissance, typiquement avec ce flux neutronique, on va avoir 50-50. C'est-à-dire que on va avoir 50 P41 qui vont décroître et 50 qui vont capturer. Et là, on va faire une petite astuce d'écriture, c'est qu'on ne va pas considérer l'américium 241 comme étant un fils du plutonium 241, mais plutôt comme étant un fils du plutonium 240 pour conserver le bilan de neutrons. Et donc, in fine, en envoyant 200 neutrons sur 200 PU40, on a 100 fissions, 50 PU41 et 50 AM41. Bon, je vais aller un peu plus vite. Le 41, il peut fissionner, il peut capturer. Le 42, il peut fissionner, il peut capturer. Alors là, le PU43, il a une demi-vie très très courte, donc on va considérer qu'il fait du 43 américium. Américium qui va également capturer, etc., etc. Et là, on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, cet américium 243, il a également un rapport de branchement, sauf que lui, ce rapport de branchement, il revient au PU 240. Donc, on voit que ça commence à se compliquer. Mais déjà, à cette première étape, on peut déjà compter donc le nombre de neutrons en doré que l'on a pour avoir nos 1000 fissions en rouge. Et en comptant, on va voir qu'on a environ 1300 neutrons. Et donc, pour incinérer un noyau de plutonium 239, il va nous falloir en moyenne 1,3 neutrons. Mais bon, la tâche est un peu laborieuse, donc pour calculer plus simplement ce nombre, ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, on va modéliser avec tous les actinides que l'on a, et on va remarquer que l'on a une chaîne de Markov absorbante des captures. Ici, je n'ai pas mis les états de fission pour simplifier le graphique. Et ce qui est vachement bien avec les chaînes de Markov, c'est que l'on peut décrire ces chaînes mathématiquement avec une matrice de passage. Donc ici, vous avez la matrice de passage de cette chaîne avec la proportion de fission pour chaque élément qui correspond aux lignes, ainsi que les proportions de capture. Et j'attire votre attention sur la ligne de l'américium 241, qui est une ligne à branchement avec 4 étapes possibles en fonction des rapports de branchement sur typiquement l'américium 242 métastable ou pas, etc. Et donc, une fois qu'on a cette matrice de passage, on peut calculer la matrice fondamentale de notre système. Et en faisant la somme de chaque ligne de notre matrice fondamentale, on a donc notre nombre de neutrons nécessaires à l'incinération pour chaque isotope. Et cela constitue donc le deuxième outil de notre boîte à outils pour quantifier les incinérateurs. Bon, mais pour calculer cette chaîne de Markov et toutes ces matrices, nous avons besoin des fameux taux de réaction, donc des taux de capture, le nombre de captures par seconde, au cours de temps. Et pour calculer ça sur les réacteurs, nous allons avoir besoin d'un nouvel outil qui s'appelle les calculs neutroniques en évolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un calcul neutronique en évolution? On va commencer par définir un système, un réacteur. Donc, par exemple, ici, sur la gauche, en haut, vous avez un réacteur à sel fondu et en bas, vous avez un bout d'assemblage de réacteurs à eau pressurisée. Donc, ce système, il a une certaine géométrie, une taille, des matériaux, des sources et des données nucléaires. Et on va faire un premier calcul dit de transport. Ce calcul de transport, il va résoudre l'équation dite de Bateman qui va quantifier comment vont se comporter les neutrons. C'est-à-dire vont déterminer si la réaction en chaîne est bien maîtrisée avec le KF et vont permettre de calculer tous les taux de réaction, donc le nombre de fissions, le nombre de captures. Mais ce code est fait de manière statique, ici à t égale 0. Nous, on aimerait bien calculer ce réacteur au cours du temps. Et donc, nous allons injecter tous les termes calculés par l'équation de transport dans l'équation de Bateman, dans le pas dit d'évolution, qui vont nous permettre de calculer l'évolution de chaque matériau entre deux pas de temps. Avec ici, par exemple, la variation de plutonium 239 qui peut apparaître puisque du 238 a capturé, qui peut disparaître puisqu'il a fait une fission, etc., etc. Une fois que l'on a fait évoluer les matériaux, la géométrie a changé. Et donc, on refait un calcul de transport au pas de temps suivant qui vont nous permettre de mettre à jour les taux de réaction pour refaire Bateman jusqu'au pas de temps d'après, etc., etc., jusqu'à la fin de notre calcul en évolution. Mais ce calcul qui est le calcul, on va dire, classique pour, par exemple, des réacteurs à eau pressurisée et des réacteurs au sodium, et qui est utilisé par certains codes tels que Darwin, OpenMC, Serpent, SMUR ou Vesta, ne prend pas en compte des spécificités liées aux réacteurs à sel fondu à combustible liquide circulant. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut décharger le combustible et le recharger pendant le fonctionnement du réacteur. Et donc, pour cela, il est nécessaire de mettre à jour l'équation de Bateman pour prendre en compte ces aspects. Dans un premier temps, pour prendre en compte l'extraction du sel qui peut se faire de différentes manières, soit par traitement, on va ponctionner une partie du sel pour le traiter et en remettre, soit certains éléments vont sortir spontanément du système, puisque les produits de fission vont se retrouver sous forme gazeuse ou sous forme d'insoluble métallique, et donc ils vont sortir spontanément du sel. On va modéliser cela par une constante
pseudo-radioactives, comme si finalement ces éléments décroissaient. Et puis, donc, on extrait pendant le fonctionnement, on veut également alimenter pendant le fonctionnement, et pour cela, on ajoute un terme d'alimentation dynamique pilotée par des contraintes, et c'est ce que je vais vous présenter dans quelques slides. Pour résoudre cette équation et ce schéma de calcul, j'ai utilisé au cours de ma thèse le code REM, qui est le code de calcul de référence en France pour les réacteurs à sel fondu chargés en continu, et qui est développé ici au CNRS depuis les années 2000. Il utilise un couplage avec le code MCNP pour les calculs de transport et une résolution avec un algorithme RK4 pour l'équation de Bateman. Mais mes prédécesseurs et moi-même ont mis en évidence certaines instabilités, notamment pour les petits cœurs, notamment incinérateurs. Et donc, il a été nécessaire au cours de ma thèse de faire quelques développements dans le code pour prendre en compte ces instabilités, et c'est ce que je vais vous présenter. Mais avant de vous présenter ça, je mentionne le fait que aujourd'hui, de nouveaux codes ont été développés pour les réacteurs à sel fondu. On peut notamment parler du code Mozzarella développé au CEA, du modèle Carapuce intégré dans le code SMUR fait par moi-même dans un stage qui a précédé ma thèse, ainsi que les codes PIMS et Ceris qui sont développés actuellement par des doctorants d'EDF et du CNRS. Ces codes sont différents de REM puisqu'ils gèrent l'alimentation par batch justement au lieu de REM, ce qui en fait n'est pas forcément qui est d'un grand intérêt pour notamment le réacteur Aramis que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment on va calculer les alimentations pendant le fonctionnement. Puisqu'en effet, rien n'est dit que ces alimentations soient constantes entre deux pas de transport. C'est-à-dire que ces alimentations vont devoir évoluer pendant le pas d'évolution. Et donc, il est nécessaire de calculer régulièrement, de mettre à jour régulièrement ces alimentations pendant Bateman. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser le pas d'évolution entre différents cycles de contrôle. Et ces cycles de contrôle sont eux-mêmes subdivisés en pas d'ajustement. Et ceci dans le code REM. Et alors, pourquoi calculer et mettre à jour les alimentations? Puisqu'en réalité, ces alimentations vont permettre de répondre à plusieurs objectifs, puisqu'on va vouloir contrôler des variables physico-chimiques, excusez-moi, pendant l'évolution. La première à laquelle on peut penser, c'est donc la réactivité, le KF, la criticité, c'est-à-dire entretenir la criticité et le fait que le réacteur entretient lui-même sa criticité. Le deuxième va être le volume du sel, pour expliquer la géométrie. Puisque je ponctionne un petit peu de sel tout au long de l'évolution, puisque ma cuve fait 1,2 m3, je ne peux pas mettre plus que 1,2 m3. La troisième va être l'électroneutralité pour expliquer la valence des éléments. Je vais vous parler tout à l'heure de plutonium chlore 3, de chlorure de plutonium. Et donc, il peut être intéressant de respecter le fait qu'un plutonium soit accompagné de 3 chlores, notamment puisque sinon cela pose des problèmes, notamment au niveau de la corrosion de la cuve. Enfin, certaines proportions molaires sont contenues et contrôlées, comme la proportion d'alcalin, d'alcalinotéreux ou d'actinide. Certains contrôles dans cette liste ont été implémentés au cours de ma thèse, spécifiquement pour l'étude d'incinérateurs à petit cœur. Notamment les proportions d'alcalin et d'alcalinotéreux. Vous venez voir apparaître sur la droite de votre écran un diagramme ternaire qui met en relation les 3 sels chlorure de sodium, chlorure de magnésium et chlorure d'actinide, qui vont être 3 sels que je vais beaucoup utiliser dans la suite de la présentation. Et que nous dit ce diagramme? Il nous dit pour une composition donnée, avec une proportion de ces 3 éléments, la température minimale à laquelle le sel va être liquide. Et on remarque une ligne rouge appelée la ligne eutectique, c'est la zone dans laquelle cette température est la plus faible. Et donc, pour des raisons de sûreté, nous allons chercher à rester le plus proche possible de cette zone. Et donc, on va essayer de faire en sorte que la proportion d'alcalin de sodium soit constante, ce qui va correspondre à une barre horizontale sur le diagramme ternaire. Donc, je vous ai parlé de 3 sels. Je vais illustrer tout ça avec un exemple, avec nos 3 sels. Donc, on a NaCl, MgCl2, ANCl3. On va, je l'ai dit, contrôler la réactivité. Et alors, la réactivité, comment elle va évoluer? Eh bien, elle va évoluer à la fois toute seule en fonction du temps. Si on ne fait rien, elle va baisser typiquement. Et elle va évoluer en fonction du débit d'alimentation d'actinide. On va mettre des actinides pour entretenir cette réactivité. Bon. Ensuite, nous avions resté proche de l'eutectique, avec la fraction constante de NaCl et donc une alimentation en NaCl. Oui, mais l'alimentation en actinide va également faire évoluer cette fraction et le NaCl va également avoir un impact sur le KF.
Enfin, on veut respecter le volume ionique du sel, donc on ajoute une troisième alimentation et donc une troisième inconnue dans notre équation. On se retrouve avec un système de 3 équations à 3 inconnues, et donc on va pouvoir calculer comme ça la variation des alimentations, puisque qui dit système de 3 équations à 3 inconnues dit que l'on peut l'écrire sous forme vectorielle, puis avec une matrice, et on reconnaît ici une matrice jacobienne qui va donc nous décrire comment vont évoluer toutes nos contraintes en fonction de toutes nos alimentations. Et sous réserve que l'on ait bien fait notre travail et que l'on ait accordé le bon nombre de contraintes avec le bon nombre d'alimentations, eh bien cette matrice jacobienne, on va pouvoir l'inverser et donc avec ceci calculer la variation d'alimentation, des débits en fonction de la variation de nos contraintes. Et la variation de nos contraintes, cela va être en fait la différence entre notre cible et notre contrainte actuelle. La cible de mon KF va être de 1. Bon, bah, si je suis à 0,8, on sent que la variation fait 0,2. Et donc, comment cela se traduit dans les alimentations? Pour cela, je vais vous montrer une image de l'alimentation en chlore. Et alors, pourquoi en chlore? Puisqu'en fait, quand on regarde nos 3 alimentations, on remarque qu'il y a du chlore dans les 3. Et donc, en regardant uniquement l'alimentation en chlore, on a une image directe de toutes les alimentations. Et donc, on reconnaît ici donc, nos fameux pas AMCNP. Donc, on a notre évolution. Et on a notre évolution coupée en cycle de contrôle en rouge, eux-mêmes coupés en pas d'ajustement en noir. Et les premiers pas vont être pour calculer la variation temporelle, pour calculer notre DC sur DT, la variation temporelle. Et puis, pour chaque alimentation, nous allons varier un peu notre delta S, nous allons mettre un delta S, et chaque petit pic va nous permettre de calculer une colonne de notre matrice jacobienne. Et une fois qu'on a calculé toutes nos dérivées, on va pouvoir mettre à jour toutes les alimentations en même temps avec cette équation-là. Voilà. Pour terminer cette partie, je vous ai déjà parlé donc de 2 critères pour étudier ces incinérateurs. Je vais vous en introduire de nouveau en vous introduisant au préalable la notion de masse mobilisée. La masse mobilisée dans un réacteur va être tout simplement la différence entre la masse injectée dans le réacteur, donc la masse initiale plus la somme de la masse alimentée, moins la masse extraite, c'est-à-dire la masse que l'on a mis en tant qu'opérateur dans le réacteur pour qu'elle soit mobilisée et qu'elle fasse quelque chose. Cette masse mobilisée, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la comparer avec la masse qui va fissionner. Par exemple, mon incinérateur d'américium, je vais mettre 1 tonne d'américium, je vais mobiliser 1 tonne d'américium dans mon réacteur. Si j'ai 500 kg d'américium qui a fissionné, j'ai donc un rendement d'incinération de 50%. Et puis cette masse mobilisée, si je la compare avec la masse présente en cœur, je peux avoir donc un bilan de matière mobilisée. Puisque si ce bilan est positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de matière dans mon cœur que ce que j'ai mobilisé dedans, donc j'ai créé de la masse. Et si cette notion est négative, eh bien cela veut dire que j'ai consommé de la masse, vu que j'ai moins de masse en cœur que ce que j'ai mobilisé à l'intérieur. Maintenant que nous avons donc quelques outils, on va pouvoir étudier quelques réacteurs à sel fondu. Et je vais donc commencer par vous présenter le MSFR de référence, qui est étudié au CNRS depuis 2008, en particulier dans l'équipe MSFR du LPSC ici. Et c'est un gros réacteur, pour un réacteur à sel fondu, avec un cœur de 9 mètres cubes et une puissance thermique de 3000 MW thermique, qui est équivalent en ordre de grandeur avec la puissance thermique des réacteurs que l'on a en France actuellement. C'est un réacteur à spectre rapide et qui utilise le cycle de régénération thorium-232, uranium-233. Le thorium joue le rôle de l'uranium appauvri et l'uranium du plutonium dans le cycle que je vous ai présenté tout à l'heure. Il s'agit d'un réacteur à sel fluorure avec un sel ternaire lithium, thorium, uranium. Et il y a 2 alimentations dans son cœur, une alimentation en thorium et une alimentation en uranium qui permettent de contrôler la réactivité ainsi que la fraction d'actinide constante pour des histoires de technique. Ce n'est pas le même diagramme, mais c'est la même histoire que de technique. Et enfin, ce réacteur est intéressant parce que, certes, ce n'est pas un incinérateur, mais des benchmarks sont régulièrement faits depuis 2011-2013 avec le code REM. C'est-à-dire qu'il y a une simulation qui n'a pas bougé depuis lors et qui est régulièrement faite avec le code, et cela nous permet de suivre l'évolution du code. Et c'est ce qui va nous intéresser pour pouvoir illustrer donc l'impact du modèle que je vous ai présenté dans les slides précédentes et qui est donc un des travaux de ma thèse par rapport à l'ancien REM, on va dire, avant que j'arrive en thèse. Et pour cela, je vais vous présenter, ici, vous avez sur la gauche le débit d'alimentation en uranium-233 en kilos par jour en fonction du temps, et à droite, vous avez ce débit cumulé. Et en fait, ce que l'on remarque déjà d'alors, c'est qu'en fait, l'ancien modèle
agissait comme si notre matrice jacobienne était en fait une matrice diagonale. Et donc, chaque alimentation avait sa contrainte et et ne gérait pas le fait que potentiellement une autre alimentation pouvait avoir un impact sur celle-ci. La première chose à remarquer au début, c'est que quand on compare donc la courbe noire et la courbe rouge, sur l'alimentation cumulée au bout de 200 ans, on voit qu'on a seulement 2% en termes d'écart. Et donc, cela permet de ne pas invalider tous les résultats qui ont été produits jusqu'alors. Et donc, on n'a pas invalidé les travaux précédents. Et donc, on peut continuer. Et en continuant, on va faire un zoom en fait sur les 2 premières années d'évolution pour se rendre compte que avant, donc sur la gauche, l'alimentation était presque par batch finalement, puisque le code alimentait très peu et de temps en temps alimentait beaucoup. L'échelle sur votre gauche est une échelle logarithmique. Aujourd'hui, nous avons donc une alimentation beaucoup plus lisse, ce qui se voit donc sur le diagramme de droite, puisqu'on avait avant un cumul échelonné, et maintenant nous avons une courbe bien lisse. L'impact sur le KF peut également se voir, puisque en noir, vous avez donc sur la gauche beaucoup d'oscillations, et en rouge, le nouveau modèle est beaucoup plus plat, sachant que sur la droite, c'est simplement un zoom sur les 2 premières années qui nous permet de voir un peu plus près. Et donc, nous avons stabilisé la réactivité, et en réalité, nous avons stabilisé les bilans matière. Et donc, maintenant qu'on a stabilisé notre modèle, on va pouvoir se poser la question, si on rajoutait des alimentations, plus d'alimentation et plus de contraintes. Puisque, en effet, si je vous parle maintenant du premier incinérateur, le Raptor, développé par ma prédécessrice Laura Métillier dans le cadre de sa thèse de doctorat, également cofinancée avec Orano, qui est un petit incinérateur, donc les volumes étudiés sont de 0,5 à 2 mètres cubes. Sa puissance thermique est de 300 MW, donc 10 fois plus petit que le MSFR. Il est toujours de spectre rapide. C'est un incinérateur à la base de plutonium et il a évolué en incinérateur de plutonium et d'actinide. Son sel est donc le sel ternaire que je vous ai présenté en partie 1, sodium, magnésium, actinide, tout en chlore. Et le schéma d'alimentation historique était une seule alimentation en plutonium ou en plutonium plus actinide qui gérait qu'une seule contrainte, la réactivité. Et donc, on va pouvoir se poser la question, maintenant que notre schéma est plus stable, on va pouvoir rajouter des alimentations et des contraintes. Mais avant cela, je vais faire un petit détour vers le schéma de traitement, puisque je vous ai parlé des alimentations, mais avant d'alimenter, il faut extraire le combustible. Donc, pour cela, on va prendre tous les éléments chimiques, on va considérer un potentiel redox fixé, ainsi qu'une oxoacidité fixée. Et pour chaque élément, nous avons un diagramme potentiel oxoacidité qui vont nous donner dans quel état cet élément va se trouver, est-ce qu'il va être soluble, est-ce qu'il va être insoluble, ainsi que sa valence. Et une fois que l'on a fait ce travail, on va pouvoir faire le tableau de droite, qui est donc le tableau périodique, et dans lequel vous avez pour chaque case comment cet élément va être extrait ou pas. Les cases blanches sont les éléments qui ne sont pas extraits, ou alors qui sont extraits et réinjectés, c'est la même chose du point de vue calcul numérique. Les éléments en bleu sont donc l'extraction chimique, c'est-à-dire on ponctionne une partie du sel, on les retire du batch et on remet le sel. Et les cases saumon vertes et violettes sont donc les extractions insolubles, sachant que nous avons identifié dans le cadre de cette travaux de thèse une nouvelle phase d'insoluble qui est la phase métallique liquide, qui ne se mélange pas avec le sel. Bon, et ce travail qui a été fait notamment avec des collègues chimistes de l'IJC Lab, une fois que ce travail a été mis en place, on a pu du coup regarder l'impact du schéma donc, sur les alimentations. Et donc, comme je le disais, maintenant qu'on a stabilisé nos alimentations, on va pouvoir rajouter des contraintes. Donc, en plus du KF du schéma historique, on va rajouter la fraction d'alcalin ainsi que le volume. Et comme on a rajouté 2 alimentations, on rajoute donc 2 contraintes pour matcher le bon nombre. Et donc, une fois qu'on a ça, l'alimentation historique, c'était uniquement du plutonium pur, ou PU plus actine mineure. Je vais dire plutonium dans la suite. Uniquement du plutonium pur. Et donc, nos 3 alimentations, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va alimenter en plutonium, sodium, magnésium, donc en éléments, ou alors est-ce qu'on va alimenter en espèces, en PU, Cl3, NaCl, MgCl2? Sachant que si on alimente en éléments, il faut rajouter une 4e alimentation en chlore pour, du coup, respecter l'électroneutralité du sel. Et donc, quelle stratégie choisir entre espèces ou éléments? Donc, pour cela, on regarde la différence entre le schéma historique avec le schéma par espèce et le schéma par élément. Ici, vous avez sur la gauche la masse de sel totale en kilos en fonction du temps sur une simulation d'un Raptor, avec le schéma historique en bleu, la stratégie par élément en vert qui est assez proche finalement de le schéma historique avec 3% d'écart, et la stratégie par espèce en orange qui, elle, s'éloigne un petit peu avec 20%.
Et à droite, vous avez donc la somme des valences, ou encore une fois l'électroneutralité. Eh bien, forcément, la stratégie par élément est la seule stratégie qui respecte l'électroneutralité avec une valence globale de 0. Le chlore ayant une valence négative, c'est comme ça que l'on calcule notre électroneutralité. Et donc, on remarque que la stratégie par élément est la seule qui respecte l'électroneutralité, qui minimise l'inventaire en masse dans le cœur par rapport à la stratégie historique. En plus de cela, quand on regarde le placement en fonction du temps de ces trois stratégies sur le diagramme ternaire, on remarque que non seulement la stratégie historique divergeait de l'eutectique, et la stratégie par élément suit gentiment l'eutectique, et donc cela nous convient. Et donc, pour ce schéma de traitement avec réinjection, on a choisi d'utiliser la stratégie par élément. Maintenant, on va pouvoir regarder l'impact de la puissance thermique et volumique sur l'incinération. Pour cela, en plus du rapport historique de 2 mètres cubes et de 300 MW, on a rajouté un réacteur de 500 MW, donc un peu plus puissant. Et puis, comme ces deux réacteurs avaient une puissance volumique ou une puissance spécifique en cœur différente, eh bien, on les a comparés avec deux réacteurs où on a croisé les puissances totales et les puissances en cœur, avec donc un petit cœur d'1,2 mètre cube et un cœur de 3,3 mètres cubes. Et la première chose que l'on va regarder, cela va être le rendement d'incinération en fonction du temps, et notamment le temps que va mettre chaque réacteur pour atteindre 80% de rendement d'incinération du plutonium. Et ce que l'on remarque donc sur le diagramme de droite, c'est que plus une puissance est grande et plus ce rendement est donc rapide. Et donc, les réacteurs de 250 MW par mètre cube sont les plus rapides. Mais ceci est donc un réacteur uniquement alimenté avec du plutonium. Qu'en est-il de la production d'actinides mineurs et en particulier d'américium et de curium? Eh bien, on remarque que plus la puissance thermique est élevée et moins on va produire de curium et d'américium, ce qui est normal puisque la puissance est directement corrélée linéairement avec le nombre de fissions. Et donc, plus notre plutonium va fissionner et moins il va capturer. Et on remarque en particulier que sur nos quatre configurations, la configuration verte, c'est-à-dire celle de 1,2 mètre cube sur notre bilan de production de l'américium et du curium, eh bien, c'est celle qui en produit le moins. Et donc, on va s'intéresser plus particulièrement à cette puissance spécifique, puisqu'elle réduit la production d'américium. Et on va s'intéresser maintenant à, ok, super, rajoutons de l'américium dans l'alimentation en plus du plutonium. Et c'est exactement ce qui est fait dans le cadre du réacteur Aramis-A. Et donc Aramis-A, il est développé dans le cadre du projet ISAC depuis 2022. Il a donc un volume de 1,2 mètre cube en cœur et une puissance de 300 MW, soit une puissance de 250 MW par mètre cube. Son spectre est moins rapide que les autres, est plutôt épithermique, et c'est un incinérateur d'américium qui utilise donc un sel quaternaire, puisqu'en réalité, nous avons même plus d'américium que de plutonium, donc on peut parler à ce stade de sel quaternaire. Son schéma d'alimentation proposé est un schéma d'alimentation par batch. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'on a une seule alimentation avec tout notre sel quaternaire qui respecte qu'une seule contrainte, la réactivité. Mais ce schéma par batch, il va falloir l'adapter pour donc notre code qui, lui, schématise les réacteurs en continu. En effet, le schéma d'alimentation, alors de référence historique dans le projet ISAC, même si aujourd'hui il a changé, mais historiquement, ce schéma, c'était donc tous les 6 mois, on arrête le réacteur, on retire un batch de 120 litres, et puis on va alimenter 120 litres de sel neuf. Et ce sel neuf, de quoi il est composé? Il est composé de 62% de sodium, de X% d'actinide, avec X qui est calculé pour respecter la réactivité sur tout le batch. Et enfin, on complète avec le magnésium. Or, ce schéma de calcul avec cette alimentation affine, on ne peut pas le faire dans REM, on ne peut faire que des alimentations continues. Et donc, il est nécessaire d'adapter cela. Alors déjà, dans un premier temps, on va adapter notre temps de traitement, puisqu'on est en continu, pour faire en sorte qu'au bout de 6 mois, on ait vidangé au total 120 litres. Et puis, on va avoir nos 3 alimentations, NaCl, MgCl2 et PuAmCl3, avec donc nos 3 contraintes, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Sauf que le spectre un peu moins rapide de ce cœur entraîne quelques instabilités par rapport aux autres. En particulier, quand on regarde en bleu la réactivité et en vert le débit d'alimentation, on remarque qu'il y a une sorte de résonance à cinétique lente entre l'alimentation en PuAm et la réactivité. Pourquoi? Puisque dans notre batch d'alimentation, nous avons du plutonium qui va avoir un effet direct sur la réactivité et de l'américium 241 qui, après capture et décroissance,
va donner du curium-242 qui va donner, lui, du plutonium après environ 160 jours. Et donc, nous allons avoir de la réactivité qui va arriver un peu après. Et quand les deux sont alimentés en même temps, le code n'a pas la possibilité d'anticiper cette hausse de réactivité tardive. Et donc, ma prédécessrice notamment, qui avait déjà mis en œuvre, mis en exergue ce phénomène, avait proposé différentes choses, différentes solutions. Et la solution que l'on a retenue ici a été de découpler l'alimentation en plutonium et en américium. Et donc, qui dit ajouter une alimentation, dit on ajoute une contrainte. Et ici, la contrainte est donc la fraction d'actinide constante pour conserver le fait qu'on ait PUAN qui, sur le schéma historique, a des fractions constantes. Donc, maintenant que l'on a ceci, la même question qu'avec le Raptor, est-ce qu'on alimente par espèce ou par élément? Donc, est-ce qu'on est avec nos 4 espèces, avec nos 4 contraintes, ou est-ce qu'on sépare le chlore de tout le reste, et donc on a nos 5 alimentations, nos 5 éléments, avec le rajout de l'électroneutralité? Et là, la réponse va être différente, puisqu'en effet, le projet Isaac étant voué à être un projet collaboratif, la simulation de référence utilisée par tous les partenaires du projet est la simulation faite par notamment le code Mozzarella, qui est un code par batch. Et ce code Mozzarella, lui, ne gère pas l'électroneutralité. Et vous voyez sur la droite, donc toujours notre même somme des valences que tout à l'heure. On remarque en orange que la simulation par élément respecte l'électroneutralité et on remarque pas en bleu, puisque la courbe bleue est confondue avec la courbe verte, que quand on simule par espèce, on est très proche de la simulation du partenaire avec Mozzarella. Et donc, dans le cadre de ce réacteur, on va considérer que la stratégie par espèce est plus réaliste du point de vue de s'approcher des schémas par batch, étant donné que nous, on peut simuler qu'en continu. Et donc, Aramis, on va le simuler par espèce. Mais le projet Isaac a duré 3 ans. Il y a eu différentes versions du réacteur Aramis A. Et en particulier, tous les réacteurs avaient un point commun, c'est que la taille de leur cup, ici, donc le rectangle au milieu de chaque réacteur, fait à chaque fois 1,2 mètre cube. Mais plus les versions avancent et plus la quantité, le volume de sel en dehors du cup, donc dans les plénums, c'est-à-dire les cellules horizontales et les échangeurs de chaleur qui nous permettent d'extraire la chaleur verticale sur les côtés, donc plus ce volume hors sel, hors cœur, augmente. Et donc, il peut être intéressant de regarder l'impact de ce volume hors cœur sur les performances d'incinération. Et pour cela, en rajoutant deux petites simulations, c'est-à-dire qu'on va rajouter une simulation où là, on a mis que le cœur, donc du coup, tout le sel est dans le cœur, et une simulation type Raptor, qui, comme le Raptor ou le MSFR de référence, a exactement autant de sel en dehors du cœur que dans le cœur. Et en remarquant donc sur la droite notre rendement d'incinération des actinides, on remarque que plus la fraction de sel en dehors du cœur est grande, et moins le réacteur est performant en termes de rendement d'incinération. Avec la toute dernière version d'Aramis, la V2P, où on atteint à peine les 45% au bout de 60 ans. Et donc, plus il y a de sel en dehors du cœur, et moins le sel est en contact avec le flux neutronique et donc peut faire des captures des fissions et donc faire des incinérations. On peut également voir ça en regardant le nombre de neutrons nécessaires pour l'incinération, ici de l'américium 241 en bleu et de l'américium 243 en orange, en fonction de la fraction de sel en cœur. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit une sorte d'optimum se dégager entre les captures dans le cœur et les décroissances en dehors du cœur. Bon, mais comme on a donc différentes versions d'Aramis, j'ai décidé de prendre la version avec le moins de sel en dehors du cœur pour pouvoir faire le modèle que je vais vous présenter maintenant, qui est donc Aramis B. Aramis B, qu'est-ce que c'est? C'est comme Aramis A, c'est-à-dire c'est un réacteur avec un cœur de 1,2 m3, d'une puissance de 360 MW. Alors, il est un peu plus rapide parce que je vais rajouter un peu de plutonium à côté du cœur, donc on fait un peu plus de puissance et on veut conserver la même puissance dans le cœur pour l'incinération. Il est toujours avec un spectre épithermique et son cœur est toujours un incinérateur d'américium. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté une petite cellule à côté du cœur. Donc ici sur la carte, vous voyez la cellule en marron. C'est en fait une cuve autour du cœur. Et dans cette cuve, on va l'alimenter avec du plutonium qui provient des combustibles MOX. Donc c'est le fameux plutonium tout à l'heure qui avait une qualité fissile dégradée. Et avec un peu d'uranium appauvri, on va pouvoir faire un bon plutonium avec des guillemets qui, en mélangeant avec notre plutonium ex-MOX, va pouvoir faire du plutonium équivalent ex-UNE, donc en gros de l'équivalent MOX 9.
Et donc, ce réacteur a été modélisé, a été évolué. Et une fois que l'on a donc fait les calculs en évolution, on va pouvoir intégrer ces réacteurs dans des parcs, dans des scénarios. Et donc, la question que l'on va se poser, c'est on va prendre des parcs et on va stabiliser les réserves en américium. Et pour cela, on va utiliser le code ISF, qui est un code développé dans le cadre du CNRS et qui est donc un code statique de scénario piloté par une demande de puissance et contraint avec des ressources. Pardon. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une liste de réacteurs que l'on va mettre par ordre de priorité et chaque année, donc par exemple à partir de 1978 jusqu'à 2200, on va donner au code une puissance installée. Aujourd'hui, en 2025, en France, nous avons 62 gigawatts installés, donc 2025, 62 gigawatts. Et chaque année, le code va essayer de démarrer successivement des réacteurs par ordre de priorité pour satisfaire cette demande, tout en étant contraint par les ressources, puisque si je n'ai plus d'uranium, par exemple, je ne peux pas démarrer de réacteur. Donc, ce code a été à la base pour calculer justement les limitations de déploiement par les quantités de matière et il est adapté pour l'intégration de RSR électrogènes. À noter que depuis lors, des codes cette fois-ci dynamiques intègrent aujourd'hui des modules pour les RSF. On peut notamment penser à COSI au CEA ou à Tiret Stratégie par EDF, tous les deux dans le cadre notamment du projet ISAC. Et donc, eh bien, quel scénario? Je vais vous présenter qu'un seul scénario dans cette présentation, qui est inspiré du scénario F4 défini dans le dossier 2012 du CEA. Alors, dossier 2012, c'est-à-dire que certaines dates ne sont plus vraiment réalistes. Mais un scénario n'est pas une projection ou n'est pas prédire l'avenir. Un scénario, c'est répondre à une question avec des contraintes. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le parc français et on va le prolonger à puissance constante jusqu'au siècle prochain. Et cela en 3 phases. La première phase, c'est que l'on va arrêter progressivement le parc français historique à partir de 2020. Ça a commencé avec Fessenheim, typiquement. Et cet arrêt cet arrêt va être compensé avec le démarrage progressif d'un parc d'EPR à partir de 2020. C'est là qu'on voit que le scénario était fait en 2012. Mais ce parc d'EPR ne compense pas complètement cet arrêt, puisqu'il va être compensé à partir de 2040 avec une première vague de réacteurs au sodium qui elle-même va être complétée par une deuxième vague qui va, elle, compenser l'arrêt progressif du parc d'EPR en orange après 60 ans, la durée de vie. Et donc, je vais vous montrer un premier scénario sans les incinérateurs, puis des scénarios avec. Et dans un premier temps, je vais vous montrer la chronique de déploiement des différents paliers historiques qui a été un travail de longue haleine fait avec l'aide d'un stagiaire, Alexandre Roth, l'année dernière. Et donc, pour cela, on a simulé tous les réacteurs français, parce qu'il y a différents types de paliers de réacteurs. Il y a des réacteurs de 900 MW, des réacteurs de 1300 MW et des réacteurs de 1500 MW. Et donc, dans un premier temps, on voit donc le premier parc en bleu de REP historique de 2e génération. Il est ensuite complété avec un parc d'EPR de 3e génération, dont certains EPR sont MOXés, utilisent la stratégie MOX, le monorecyclage du plutonium. Et enfin, on termine avec nos RNRNA de 4e génération. Et donc, une fois qu'on a fait ce scénario qui respecte notre contrainte de puissance installée en noir, on va pouvoir voir l'impact d'un parc d'une dizaine d'Aramis A sur la production d'américium de ce parc. En effet, vous avez ici sur la droite, vous avez une première courbe en bleu. Ce sont les réserves en américium en fonction du temps de ce parc. Et on voit que l'on atteint 200 tonnes environ au milieu du siècle prochain. Et en orange, vous avez cette même réserve, mais cette fois-ci, on a mis une dizaine d'Aramis A dans ce parc à partir de 2040 qui prennent 80% des réserves en américium en faisant l'hypothèse assez forte tout de même que l'on a pu séparer tout l'américium produit. Et on remarque que, eh bien, à la fin de ce siècle, nous avons consommé 50% de l'américium produit et qu'à la fin, au milieu du siècle prochain, nous avons consommé 72% de l'américium. Mais je vous ai parlé du réacteur Aramis B qui est également un incinérateur d'américium. Donc, qu'est-ce qui se passe si on remplace Aramis A par Aramis B? Eh bien, cela donne la courbe en vert à droite et on voit que, eh ben, on est bon jusqu'en 2100, mais après, on est moins bon. Pourquoi? Eh bien, c'est dû à une rigidité du code. Aramis B étant alimenté avec du plutonium ex-MOX, eh bien, à partir de 2100, on ne fait plus de MOX. Donc, comme on ne fait plus de MOX, on ne peut plus démarrer d'Aramis B. Et donc, la solution pour cela a été de faire un parc hybride Aramis A, Aramis B en rouge. Et on voit que ce parc,
on a donc 40% de consommation d'américium à la fin du siècle et 64% au milieu du siècle prochain. Mais cet Aramis B servait à réduire un peu la tension sur les réserves en plutonium. Et donc, qu'en est-il sur les réserves en plutonium? Eh bien, on voit que ici sur la droite, vous avez donc nos 4 scénarios avec la réserve en plutonium en fonction du temps qui atteint jusqu'à 1000 tonnes. Et on remarque déjà le scénario orange avec Aramis A qui consomme un petit peu de plutonium, vu que les Aramis en ont besoin pour démarrer. Et on remarque que au milieu du siècle prochain, notre scénario le plus avantageux consomme 19%, réduit les réserves en plutonium de 19%, ce qui permet d'économiser 4% sur l'uranium naturel, soit l'équivalent de 140 années réacteurs pour des EPR, ou encore l'équivalent de 2 EPR de 70 ans sur toute leur durée de vie. Donc c'est une petite économie. Et enfin, en conclusion, au cours de cette thèse, on a pu étudier la capacité de petits réacteurs à cette fondue incinérateurs d'américium, à la fois à l'échelle du parc, en déterminant les flux de matière tout au long du fonctionnement et de la durée de vie du réacteur. Pour cela, on a pu analyser les performances résultantes avec des critères d'efficacité d'incinération qui nous ont permis d'optimiser un petit peu le design. Et puis, cela a été rendu possible par l'amélioration du schéma de calcul REM pour mieux quantifier les flux de matière et améliorer la stabilité de ceux-ci. Enfin, on a pu étudier rapidement la conversion de plutonium ex-MOX en plutonium équivalent ex-UNE avec le concept Aramis B. Et puis, à l'échelle du parc, en simulant dans un premier temps le parc français historique et envisagé à la fois dans le scénario, mais également dans le manuscrit, dans le scénario térawattheure produit par l'Association des voies du nucléaire, qui est un scénario un peu plus réaliste que le scénario F4 présenté ici. On a pu stabiliser l'inventaire en américium au cours de ce siècle et du siècle prochain, et on a pu légèrement réduire l'inventaire en plutonium et économiser sur l'uranium naturel. Les travaux faits dans cette thèse ont donné lieu à 2 articles de revue avec comité de lecture, dont un en premier auteur, ainsi que de 4 articles présentés en conférences internationales, dont un en premier auteur. Et enfin, dans les perspectives, après l'américium, quid des autres actinides mineurs, le neptunium et le curium? Il pourrait être intéressant d'étudier l'incinération de ces autres actinides mineurs séparément. On a regardé rapidement un RSF convertisseur de plutonium avec Aramis B, mais c'était une couverture convertrice autour d'un cœur incinérateur. Il pourrait être intéressant de regarder un RSF dont cela serait l'objectif principal pour notamment étudier un parc symbiotique REP-RSF. On a pu affiner les schémas d'alimentation et d'extraction, mais on pourrait aller un peu plus loin, notamment en considérant des stratégies hybrides, alimentation par espèce, par élément. Je les ai, dans le cadre de cette présentation et de cette thèse, mis en opposition, mais on pourrait considérer les mettre ensemble. On pourrait voir comment introduire un mode batch dans REM pour essayer de s'approcher des réacteurs qui fonctionnent en batch. Et on pourrait également étudier l'impact du changement d'isotopie pendant le fonctionnement du réacteur. Jusqu'alors, un seul type de plutonium était utilisé tout au long du réacteur, tout au long de la vie du réacteur. Enfin, certaines espèces, certains éléments, comme par exemple le zirconium, la chimie nous indique que potentiellement, il ne partirait pas en zirconium gazeux, mais il partirait en chlorure de zirconium gazeux. Donc, il pourrait être intéressant de regarder l'impact de cette extraction sur les bilans matériaux. Enfin, tout cela pourrait nous mener sur un meilleur couplage entre la chimie et la neutronique, notamment en étudiant l'évolution du potentiel redox et du potentiel oxoacide au cours de l'évolution. Et puis pour terminer, toutes ces questions pourraient trouver un début de réponse, éventuellement si on envisageait la construction d'un prototype, comme certains autres pays dans le monde l'envisagent. Un prototype en Chine a même été réalisé et a démarré, et en France, on pourrait éventuellement réfléchir à cette question. Voici toutes les références présentes dans cette thèse et dans cette présentation. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous.